Quand on pense à la Seconde Guerre mondiale, on imagine souvent le débarquement allié du 6 juin 1944 sur les plages de Normandie, ou la Blitzkrieg, la guerre éclair-allemande, qui permit au Reich d'étendre son territoire sur une grande partie de l'Europe. Les plus connaisseurs mentionneront également la bataille de l'Atlantique, la défense de Hong Kong, et bien sûr, on pense au camp de la mort où des milliers d'enfants, de femmes et d'hommes ont été exterminés. Mais saviez-vous qu'au même moment se jouait une autre guerre ? Celle-ci se déroulait dans les airs ou plutôt dans les oreilles, et on l'appelait la guerre des ondes. Les chroniques du peuple juif. Entrez dans l'histoire. Un peuple d'élite, sûr de lui-même et dominateur. Quand on me demandait si j'étais juif, mon père m'avait appris à dire oui, et quitte à essuyer des injures, et à se battre pour ça. Dans ce podcast, nous parlerons histoire, culture et pensée juive. 3000 ans d'obstination et de persévérance à exister. Meir Landau. Bonne écoute. Le 3 septembre 1939, si vous allumiez votre poste radio, principale source d'information alors de l'époque, vous auriez entendu cela. Françaises et Français, nous faisons la guerre parce qu'on nous l'a imposée. Sur le sol de France, sur cette terre de liberté, où le respect de la dignité humaine trouve un de ces derniers refuges, vous associerez tous vos efforts pour le salut de la patrie. Vive la France! La France entre en guerre et les vies sont suspendues, les yeux rivés sur le front. Partout, on pense que l'armée française va rapidement venir à bout des armées allemandes. Mais en mai 1940, vous entendez ceci. Ici, Radio Journal de France. Monsieur Paul Reynaud, président du Conseil, ministre de la Défense nationale et de la guerre, vous parle. Je dois annoncer au peuple français un événement grave. Cet événement s'est produit cette nuit. La France ne peut plus compter sur le concours de l'armée belge. Depuis 4 heures du matin, l'armée française et l'armée britannique combattent seuls dans le nord contre l'ennemi. Votre cœur vacille, l'ennemi se rapproche et dévore tout sur son passage. Un mois plus tard seulement, vous entendez cela. Ici, Radio Cité. Longueur d'onde 280 mètres 9. Mesdames, Messieurs, nous avons le regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de suspendre le spectacle, la région parisienne venant d'être mise en état d'alerte. Veuillez donc gagner sans hâte les abris qui vous ont été indiqués. Notre personnel vous guidera. Vous avez tout le temps nécessaire. Et le 17 juin 1940, vous auriez entendu aussi ceci. Ici, Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de l'affection de notre admirable armée qui lutte avec un héroïsme digne de ses longues traditions militaires contre un ennemi supérieur en nombre et en armes. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside pendant ces heures, pendant ces dures épreuves, et fassent taire leur angoisse pour n'obéir qu'à leur foi dans le destin de la patrie. Au fond de vous, une tristesse infinie vous envahit. Mais le lendemain, le 18 juin, vous entendez qu'un certain Charles de Gaulle a prononcé un discours à la BBC. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie
commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Bref, vous l'aurez compris, vous, Français, en territoire désormais conquis, avez l'oreille scotchée au poste radio en entendant les nouvelles. Puis l'occupation s'installe, vous voyez vos voisins juifs porter des toiles jaunes, se voir interdire l'entrée des magasins, des musées, des parcs, puis être raflés. La ville est bien triste, dans les rues on parle allemand et à la radio désormais, propriété de la propagande nazie, se diffusent les nouvelles du front, la haine des juifs et la satire anti-résistance. Ainsi, en 1941, on se moque ouvertement de l'Angleterre qui s'obstine à ne pas se faire envahir. Veuillez écouter Monsieur Winston Churchill dans son grand succès « Je débarquerai ». Je débarquerai, je ne sais où, dans un port d'Europe ou sur une plage. Puis, petit à petit, une contre-radio apparaît, Radio Londres. Diffusée sur les ondes de la BBC en France, l'émission « Les Français parlent au français » devient rapidement incontournable pour la résistance et les Français en quête de sources fiables sur l'avancée de la guerre. Cette émission partage des messages codés destinés à la résistance intérieure française. Ici, Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons, le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard. Les bombardements sont massifs. L'abbé est nerveux. Nous disons, l'abbé est nerveux. Au cours du programme, les Français parlent aux Français. Nous vous donnerons des nouvelles de la guerre en Russie. Et nous évoquerons la... Avec l'arrivée de Pierre Dac, un comédien et humoriste juif qui a fui la France fin 1943, l'émission prend une toute autre tournure. Alliant satire et humour, Pierre Dac commence réellement à agacer les collaborateurs de Vichy. Ainsi, il chante « Radio Paris ment, Radio Paris est allemand, Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. » Philippe Pétain, de son balcon, regardait la honteuse rangée de fauchetons, la brochette de sacrés cochons, de Paul Marion, à de Brinon, d'Arnand, d'Oriot, Laval, Henriot, d'un air éteint, il s'écria soudain. Y a-t-il des salauds parmi nous? Tous, tous, tous! Traîne tes pieds par terre, la Francisque à la main, c'est la fin. Il n'en restera guère de tous ces fils de Pétain. Reprise dans les cours de récréation et par la résistance française, l'émission « Les Français parlent au français » prend une place prépondérante en France. Philippe Henriot, secrétaire d'État à la propagande de Vichy, réagit le 10 mai 1944 en cherchant à salir Pierre Dac. Et quoi de mieux pour cela que de l'attaquer sur sa judaïté et son rapport avec la France. Le 15 août 1893, jour anniversaire de la naissance de Napoléon, s'il vous plaît, naissait à Châlons-sur-Marne un certain Isaac André, fils de Salomon et de Berthe Carr. Pareil à la plupart de ses coreligionnaires, il était secrètement fier de sa race, mais gêné par son nom. Incapable, bien entendu, de travailler à la grandeur d'un pays qui n'était pour lui qu'un pays de séjour passager, une provisoire pierre promise à exploiter. Il se consacra à l'œuvre à laquelle tant de ses pareils se sont employés et il entreprit de jouer son rôle dans la démoralisation de ces goïms pour lesquels les siens ont toujours eu tant de mépris. Une sorte d'esprit desséchant et ricaneur, une perpétuelle aspersion d'ironie sur tout ce qu'on avait l'habitude de respecter, une sottise corrosive à force d'être poussée à l'extrême lui firent une clientèle. Mais où nous atteignons les cimes du comique, c'est quand notre Dac prend la défense de la France.
Le juif d'Ac, s'attendrissant sur la France, c'est d'une si énorme cocasserie qu'on voit bien qu'il ne l'a pas fait exprès. Qu'est-ce qu'Isaac, fils de Salomon, peut bien connaître de la France? La France, qu'est-ce que ça peut bien signifier pour lui? Mais ce malheureux Henriot a omis un élément que lui rappelle Pierre Dac le lendemain dans son émission, qu'il appelle, pour l'occasion, bagatelle sur un tombeau. Dans le laïus que vous m'avez récemment consacré, où vous écriez notamment « Et où nous atteignons les cimes du comique, c'est quand notre Dac prend la défense de la France. La France, qu'est-ce que cela peut bien signifier pour lui? Eh bien, monsieur Henriot, je vais vous le dire, ce que cela signifie pour moi, la France. Laissez-moi vous rappeler, en passant, que mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et d'autres, avant eux, sont originaires du pays d'Alsace, dont vous avez peut-être, par hasard, entendu parler, et en particulier de la charmante petite ville de Niederbronn, près de Haguenau, dans le Bas-Rhin. C'est un beau pays, l'Alsace, monsieur Henriot, où, depuis longtemps, on sait ce que cela signifie la France, et aussi ce que cela signifie l'Allemagne. Des campagnes napoléoniennes, en passant par celles de Crimée, d'Algérie, de 1870-71, de 14-18, jusqu'à ce jour, on a dans ma famille, moi y compris, monsieur Henriot, lourdement payé l'impôt de la souffrance, des larmes et du sang. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Un dernier détail, puisque vous avez si complaisamment cité les prénoms de mon père et de ma mère, laissez-moi vous signaler que vous en avez oublié un, celui de mon frère. Je vais vous dire où vous pourrez le trouver. Si d'aventure vos pas vous conduisent du côté du cimetière Montparnasse, entrez par la porte de la rue Froidevaux. Tournez à gauche, dans l'allée, et, à la 6e rangée, arrêtez-vous devant la 10e tombe. C'est là que reposent les restes de ce qui fut un beau, brave et joyeux garçon, fauché par les obus allemands le 8 octobre 1915 aux attaques de Champagne. C'était mon frère. Sur la modeste pierre, tous ses noms, prénoms et le numéro de son régiment, on lit cette simple inscription. Mort pour la France à l'âge de 28 ans. Voilà, monsieur Henriot, ce que cela signifie pour moi, la France. Sur votre tombe, si toutefois vous en avez une, il y aura aussi une inscription. Elle sera ainsi libellée. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. Bonne nuit, monsieur Henriot, et dormez bien, si vous le pouvez. À ce stade, on peut dire échec et Dac. Dac lui a répondu à la fois sur la forme et sur le fond, et ses paroles se veulent prophétiques. 48 jours seulement après sa réponse, Henriot est assassiné par la résistance. Malgré les hommages nationaux organisés par la France collaborationniste et l'Allemagne nazie, son nom reste dans l'histoire comme celui du propagandiste, collaborateur, ennemi de la France.